à 3 étudiants. Cela veut dire qu'aujourd'hui, dans nos différentes facultés, nous sommes à un enseignant pour 15 à 25, selon les différentes facultés que je viens de citer. Peut-être que Rabat est légèrement la mieux placée. Et encore, c'est Adnaoui Dino. Donc il y a un énorme problème au niveau des enseignants. Bien, après ce tableau introductif, je voudrais vous faire des propositions un peu plus pratiques, et en particulier au réseau des doyens, en partant d'un certain nombre de faits aujourd'hui qui existent au niveau des facultés de médecine. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, dans nos facultés, ce qui est d'ailleurs un phénomène plus ou moins mondial, mais qui est encore plus accentué au Maroc, aujourd'hui, il y a une féminisation de la formation médicale, puisqu'on arrive à peu près à 75% de filles par promotion. Et cette féminisation pose un problème dans la médicalisation, en particulier des contrées les plus lointaines. Et même en interville, une femme mariée avec des enfants, il lui est très difficile donc de la muter vers d'autres vies. Donc, premier problème, il y a un problème de féminisation de la formation. Le deuxième, aujourd'hui, la moyenne de soutenance dans une faculté de médecine, de soutenance de thèse, est de 8,8 ans. Et si vous avez le malheur ou la malchance de soutenir votre thèse au mois de janvier, vous ne pouvez passer votre concours de résident qu'au mois de novembre, ce qui vous donne 11 mois de stand-by. Résident en novembre, affectation en avril, 6 mois de plus. Vous terminez en avril, mais vous ne passez le DSM qu'au mois de décembre, 8 mois de plus. Quand on fait le calcul, il y a 4 années de stand-by où vous êtes en attente. Si vous rajoutez ça aux 7 ans, maintenant ça va passer à 6, aux 7 ans de 6 ou 7 ans de formation, plus les 5 années ou 4 ou 3 selon le type de spécialité, cela veut dire qu'aujourd'hui, un médecin spécialiste est à 14, 15, 16 ans. Auxquels se rajoutent 8 années d'engagement pour les services publics, obligatoires, donc ça nous fait 22, 23, 24 ans. Ajouté aux 18 ans du bac, donc ce n'est qu'à 42 ans qu'un médecin spécialiste peut commencer, j'allais dire, sa vie dans le privé ou pour commencer à gagner de l'argent. Comprenez pourquoi les garçons fuient cette formation. Dans une étude que j'avais faite dans les années 90, j'avais trouvé que la motivation interne chez les garçons était en 15e position, la motivation externe en 2e position, alors que ceci était inversé chez la fille, la motivation interne est en 2e position, la motivation externe étant en 15e, 16e position. Et je plaisantais à chaque fois, je lançais cette boutade, les filles ont la motivation interne en 2e position, elles savent choisir un garçon qui a une bonne motivation externe qui elle est en 2e position. La motivation externe étant bien sûr le gain financier. Alors, donc tout ceci m'amène et m'avait amené à faire la proposition pour que le concours de résidanat soit en fait 5e année, au lieu du concours d'internat, et permettre à ces étudiants de soutenir leur thèse pendant la spécialité. La thèse d'un étudiant en spécialité serait de meilleure facture que celle aujourd'hui qui est présentée par en médecine générale. Et donc, résidanat en 5e année, mise en place de la médecine communautaire et médecine de famille en 3 ans, les spécialités médicales 4 ans, les spécialités chirurgicales 5 ans, ce qui donne 8, 9 et 10 ans pour, disons, le médecin spécialiste. Bénéfice 6 ans. À ceci, évidemment, on associe la possibilité pour ceux qui font la spécialité de racheter leur service ou leur engagement dans le service public. Et pour ceux qui veulent racheter les 8 ans, ils doivent à l'État au moins un service national d'1 année et demie à 2 ans.
ce qui permet, si vous voulez, de combler ce vide qui éventuellement pourrait être créé par son âge. Donc, il est essentiel aujourd'hui de réfléchir au raccourcissement de la formation médicale vers les mais j'espère qu'on finira par écouter cette nécessité de raccourcir parce qu'il y a un besoin pour le Maroc. Tout à l'heure, si Louis donnait certains chiffres, je voudrais juste les préciser un peu plus. Aujourd'hui, nous avons un médecin pour 1650 habitants au lieu de 480. Il y a un déficit de plus de 55 000 médecins. Quand je passe dans les spécialités, il y a des spécialités où nous avons un spécialiste pour 200 000, neurochirurgie par exemple. Et donc, il est essentiel aujourd'hui à ce que je réfléchisse d'abord nationalement et répondre à un besoin d'abord national et par conséquent adapter et adopter une formation qui soit plus conforme avec les besoins du monde. Deuxième, j'allais dire, grand volet sur lequel je voudrais, évidemment, je ne peux pas ne pas en parler, étant moi-même l'un des initiateurs de la réforme pédagogique des études médicales, il est essentiel aujourd'hui à ce que la formation dans les facultés de médecine puisse se faire avec les trois grandes aujourd'hui dans le chapitre de formation. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par compétence, l'apprentissage de raisonnement clinique et l'apprentissage par tâche. Il faut sortir si vous voulez, de cette formation par discipline, par matière, par cours magistral et autres. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le développement des compétences qui permet de répondre à des besoins nationaux, quelle que soit l'affectation du médecin que l'on pourrait lui donner. Je ne veux pas rentrer dans le détail pédagogique parce que c'est des séminaires de plusieurs jours, mais je donne juste ici et je vois mon grand ami, M. le doyen Sibouskaoui, qui lève la tête parce que lui-même a déjà commencé cette formation de formateur. Et il est essentiel donc qu'il y ait cette formation de formateur qui accompagne en même temps la réforme des études médicales. D'ailleurs, troisième, peut-être grand chapitre, j'ai été chargé en 2005 de faire une étude sur la participation des facultés de médecine à l'amélioration du système de santé. Et j'avais interviewé, quand même j'avais été ancien doyen et ancien ministre, mais j'avais préféré interviewer mes amis et mes collègues enseignants. Et tous étaient unanimes sur une chose, c'est que nos facultés formaient de très bons médecins pour Paris, mais des mauvais médecins pour Mizmen. Le problème est encore aujourd'hui beaucoup plus grave, même avec l'ouverture de ces établissements privés, je me permets de le dire. Aujourd'hui, on forme peut-être des médecins pour Abazaïr et Casablanca. C'est encore plus aigu. Et donc, il est essentiel aujourd'hui à ce qu'il y ait cette relation entre le ministère de la Santé et le ministère et les facultés de médecine. Comment peut-on imaginer que le principal client des facultés de médecine, qui sont le ministère de la Santé, ignore complètement et ne contribue pas et ne discute pas et ne se conserve pas autour de cette formation médicale. Et donc, il est essentiel aujourd'hui de mettre en place cette commission de coordination de manière à mieux répondre à ces besoins de santé publique au niveau des différentes régions du pays. Et c'est à partir de là, à partir de la formation des formateurs et à partir du raccourcissement du délai de formation, que l'on pourra peut-être demain espérer avoir des médecins qui répondent mieux, qui répondent plus vite et qui répondent nationalement aux besoins du Royaume du Maroc. À ceci, bien sûr, le renforcement des ressources humaines en permettant à messieurs les doyens, les doyens, j'espère qu'on aura une doyenne un jour de médecine, il y en a une à ramasser là, que médecine, hein, dentaire, c'est autre chose. Donc,
leur permettre de recruter le maximum d'enseignants. Parce que la santé est un élément fondamental de développement à côté de l'éducation. Et par conséquent, l'éducation et santé sont essentielles dans ce projet de société progressiste, moderne et développée comme qui est piloté aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Je vous remercie. Merci, Najib. Bon, vous avez fait mieux que ça, vous avez parlé en 10 minutes. Vous êtes arrangé entre vous. Très bien, merci pour ce tableau, ce rappel exhaustif. Et puis vous avez mis le point sur deux questions que nous ne manquerons pas de débattre avec vous, le public, les gens du public. C'est comment raccourcir les études et comment mieux former les formateurs. Si tu permets, on ne va pas passer aux questions tout de suite. Je vais donner la parole à mon ami et confrère, professeur Hossein Ouadi, ex-ministre de la Santé. Je vais mettre en facteur ex-ministre, parce qu'il n'y a que des ministres qui vont se succéder. Tu vas nous parler du développement professionnel continu des professionnels de santé, un sujet passionnant. Merci, Monsieur le Président. Honorable assistance, chers maîtres, chers collègues, mesdames et messieurs. C'est avec émotion et fierté que je prends la parole pour d'abord remercier l'Observatoire national de l'éducation et de la formation de m'avoir invité à ce deuxième colloque international, de rendre ensuite un vibrant hommage à mes maîtres ici présents, le professeur Najib Sawali, le professeur Cheikh Yedina, qui ont guidé mes premiers pas en pédagogie médicale et dans les domaines de l'éducation et de la formation, et mes collègues, particulièrement le professeur Wahid El-Fessi, qui animeront ce premier panel de ce deuxième cours. Et de vous dire enfin combien je suis honoré, fier et condamné parmi vous. La formation initiale des médecins dure 7 à 13 ans au Maroc et entre 9 et 13 ans en France, en fonction de la spécialisation. Médecin généraliste, spécialiste médical, spécialiste chirurgical. Un pourcentage souvent annoncé annonce que 50% des connaissances en médecine sont obsolètes au bout de 7 ans, au vu de l'évolution rapide de la médecine. L'acquisition de connaissances théoriques et l'expérience pratique sont obligatoires au cours de la formation initiale. Par ailleurs, la formation médicale continue est indispensable pour assurer la qualité de l'exercice du praticien. Cette formation médicale continue est une demande non seulement des professionnels de santé, mais également des malades et également de leurs familles, qui exigent du praticien la prescription des éléments diagnostiques, des éléments thérapeutiques les plus élaborés, donc les plus récents. Le développement professionnel continu, le DPC, dont je vais parler, est une évolution en soi. Il s'inscrit dans la continuité de la formation médicale continue. Je vais aborder ce chapitre à partir de 3 éléments qui me paraissent essentiels et fondamentaux. D'abord, un bref état sur l'historique et l'évolution de la formation médicale continue en Amérique du Nord et en France. Ensuite, le DPC, le développement professionnel continu en France. Très rapidement, c'est le voisin français. Et puis enfin, qu'en est-il au Maroc? Très rapidement, en ce qui concerne l'historique de la formation médicale continue. L'enseignement post-universitaire en médecine a fait ses premiers pas au milieu des années 50. Et donc, les programmes à l'époque, au milieu des années 50, étaient entre les mains des praticiens hospitaliers, qui se réunissaient sous forme dans le cadre des associations de formation, telles que, par exemple, je prends l'exemple marocain, même si ce n'est pas ancien, ce n'est pas les années 50, telles que la SMAR, la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, ce n'est pas à l'époque, c'est l'exemple, tel que la SFAR, la Société française d'anesthésie et réanimation, c'était
qui assurait la formation médicale continue. Et très vite, cette formation médicale continue est devenue obligatoire en France. C'est une obligation déontologique en France, à l'époque. Donc, déontologie est devenue très vite une obligation déontologique. Et donc, le médecin devait perfectionner ses connaissances et devait participer à l'évaluation des pratiques professionnelles. Et donc, non seulement très vite, non seulement les médecins étaient intéressés, mais également les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, et les sages-femmes et tous les professionnels paramédicaux. Il y avait un élément fondamental commun à toutes ces catégories, c'était la liberté du praticien du choix de sa propre formation médicale continue. Alors, en Amérique du Nord, vous savez très bien que les Américains sont des pionniers dans ce domaine. Donc, la formation médicale continue a commencé avant 1950 en Amérique du Nord. Et très rapidement, c'était interprofessionnel à partir de cas cliniques, à partir de congrès, à partir de discussions de cas. Mais très rapidement, à partir des années 50, l'industrie pharmaceutique en Amérique du Nord commençait à financer très rapidement la formation médicale continue. Donc, ce qui a poussé à l'époque la création d'organismes, qui a débouché sur la création d'organismes de gestion et de surveillance du financement de la formation médicale continue. Mais sur le plan pratique à l'époque en Amérique du Nord, à l'époque, je parle des années 50, après les années 50, la formation médicale sur le plan pratique, cette formation médicale continue est devenue une obligation opposée aux praticiens pour pouvoir exercer. C'est une obligation opposée aux praticiens pour pouvoir exercer. Et donc, par exemple, en Arizona, un médecin devait absolument réunir 40 heures de formation médicale continue sur 2 ans pour pouvoir obtenir sa licence professionnelle. En France, l'exemple français, la formation médicale continue est une obligation déontologique exigée par le Conseil de l'ordre des médecins, déontologique, jusqu'à l'année 1996. En 1996 est arrivé ce qu'on appelle l'ordonnance Juppé. L'ordonnance Juppé, à ce moment-là, la formation médicale continue en France en 1996 est devenue une obligation légale. On est passé d'une obligation déontologique avant 1996 à une obligation légale, et ça a concerné là également tous les professionnels médecins, odontologistes, pharmaciens et même les infirmiers, tous les paramédicaux, y compris les sages-femmes. Donc, à ce moment-là, après cette ordonnance Juppé, qui a généré plusieurs textes de loi, qui a généré des législations qui ont abouti à 2 choses. La première, c'était l'extension de l'obligation des médecins vers d'autres catégories juridiques, pharmaciens, etc., même les paramédicaux. Deuxième élément de conséquence, c'était l'instauration de 4 éléments qui me paraissent essentiels et fondamentaux à vous rappeler. D'abord, la double obligation de la formation médicale continue et de l'évaluation des pratiques professionnelles. On ne parlait plus de la formation médicale point, mais de la formation médicale continue plus évaluation des pratiques professionnelles. Deuxième conséquence, c'était l'obligation quinquennale de validation chiffrée, de validation de crédits chiffrés, par exemple, en France, c'est 150 points pour la formation médicale continue en 5 ans, plus 100 points pour l'évaluation des pratiques professionnelles. Troisième conséquence, c'était le financement de ce dispositif. La législation a réfléchi et a proposé le financement du dispositif de cette formation médicale continue. Et enfin, c'était la possibilité de remplacement en cas d'absence du professionnel pour valider cette formation médicale continue, cette évaluation des pratiques professionnelles. Voilà l'historique à peu près. Maintenant, le DPC en France, le développement professionnel en France. Vous savez très bien que la formation médicale continue permet l'acquisition de nouvelles connaissances, l'acquisition des connaissances, il permet également le perfectionnement des connaissances, mais malheureusement, il reste souvent très didactique, trop souvent didactique, parce qu'il fait souvent appel à la théorie, il fait appel au cours magistral, et s'intéresse que très peu aux aspects pratiques. C'est pour ça qu'en France, le 21 juin, exactement le 21 juin 2009, est apparue une nouvelle loi, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Cette loi du 21 juin 2009 a permis la substitution
a permis la substitution de la formation médicale continue et de l'évaluation des pratiques professionnelles, donc ces deux éléments réunis, et les a substitués par ce qu'on appelle le DPC, le développement professionnel continu, qui intègre dans le même système le perfectionnement des connaissances, la formation médicale et l'évaluation des pratiques professionnelles. Et très rapidement, c'est devenu obligatoire pour les médecins, pour toutes les catégories de professionnels, y compris les infirmiers, les sages-femmes, etc. Et donc, voilà, donc en France, très rapidement après ces textes, c'est cette ordonnance Juppé qui a généré ces textes-là, et puis très rapidement ont été créés, c'est ce qu'on appelle l'OG-DPC, l'organisme gestionnaire du DPC, du développement professionnel continu, qui va gérer. Ensuite, il y a eu les commissions scientifiques indépendantes, il y en a 5 en France, une pour les médecins, une pour les pharmaciens, une pour les chirurgiens dentistes, une pour les sages-femmes, et une 5e pour tout le personnel infirmier qui reste. Et puis ce qu'on appelle le ZO-DPC, c'est les organismes ou les opérateurs DPC, ce sont les associations qui préparent les formations qui vont être accréditées, qui vont être validées, accréditées par ces commissions scientifiques avant qu'ils soient mises dans le circuit. Donc voilà, grosso modo, comment ça s'est passé en ce qui concerne ce qui existe en France en ce qui concerne le DPC. Reste le financement de ce DPC parce que c'est une question qui va revenir à chaque fois même chez nous. Le DPC en France, le financement suit 3 voies en fonction du type du professionnel de santé. Pour les médecins libéraux en France, pour, disons, le personnel du secteur libéral, ils sont payés par un forfait individuel, ils sont remboursés par un forfait individuel qui est fourni par l'OG-DPC, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel. Deuxièmement, pour les professionnels non hospitaliers, c'est le fonds prélevé du fonds de la formation professionnelle continue. Et pour le personnel hospitalier, à ce moment-là, c'est un fonds de l'Agence nationale pour la formation permanente, du personnel hospitalier. Donc le fonds permanent de cette agence, plus éventuellement complété par les budgets des CHU, 0,5 à 0,75% prélevés du budget des CHU, plus éventuellement les taxes sur les laboratoires, sur l'industrie pharmaceutique. Mais attention, ces taxes sur l'industrie pharmaceutique, c'est l'ensemble de l'industrie et non pas certains laboratoires pour éviter à ce que le laboratoire soit en même temps juge et partie. Qu'en est-il au Maroc de cette formation médicale continue? Qu'en est-il au Maroc de ce DPC? Au Maroc, malheureusement, il n'y a pas de législation ayant trait à la formation médicale continue, ni à l'évaluation des pratiques professionnelles. Même le code déontologique marocain ne s'exprime pas vis-à-vis de cette question, ni au niveau de sa définition, ni au niveau de sa nécessité, encore moins au niveau de son obligation, au niveau de sa réglementation. Il en est de même pour les autres professionnels de santé. Ça ne concerne pas uniquement les médecins, mais tous les autres secteurs, tous les autres professionnels. Il n'y a pas de législation, ni au niveau national, ni au niveau du code de déontologie. Mais il faut rappeler une chose qui me paraît fondamentale. Une seule institution au Maroc fait allusion à chaque fois dans ses textes à la formation médicale continue. C'est le Conseil national de l'ordre des médecins, le CNOM. Le Conseil national de l'ordre des médecins, quand je reprends par exemple, prenons la loi 0812 du 13 mars 2013, qui concerne le Conseil national de l'ordre. Il y a 3 articles. L'article 4 qui dit que le CNOM participe à la formation des médecins. L'article 26 dit que le CNOM participe à la fixation du programme annuel de formation continue. Et l'article 35, le plus important à mon sens, dit que le CNOM crée en son sein une commission permanente de formation continue et d'évaluation des compétences. Par ailleurs, une autre loi, la loi relative à l'exercice de la médecine au Maroc, la loi 131/13 du 19 février 2015, elle dit dans son article 3 que les médecins doivent perfectionner leurs connaissances, que les médecins doivent participer aux séances de formation continue, programmées et organisées par le Conseil national de l'ordre des médecins. Vous voyez que ces textes, ces articles que je viens de citer, ce sont des ébauches d'une nouvelle structuration, de la mise sur pied de cette formation médicale continue, de ce DPC, de développement professionnel continu. En fin de compte, mais en réalité, il n'en est rien. Tous ces éléments que je viens de citer
au Maroc jusqu'à présent reste au stade fictif, malheureusement. Reste au stade fictif, et je peux résumer en disant que la situation actuelle au Maroc est celle de la France avant 1996, c'est-à-dire avant l'apparition de l'ordonnance Juppé et encore, parce qu'avant l'ordonnance Juppé, en France, il y avait l'obligation déontologique, qui n'existe pas encore au Maroc. Donc vous voyez, nous sommes un peu très en retard. Je pense personnellement, pour conclure, que le départ au Maroc serait deux choses qui me paraissent essentielles et rapides et urgentes. D'abord, l'instauration de l'obligation de l'organisation de la formation médicale. Deux, prendre l'exemple sur la France. Par exemple, c'est un exemple, prendre l'exemple sur la France sur 5 ans. Essayer de valider des points, l'instauration